Terminons ces débats théoriques avec Pierrot qui écrivait avant et pendant Mindras. Pourquoi alors le placer après Mindras et La Hire dans cette formidable présentation que vous nous faites, me demanderiez-vous? Eh bien parce que on peut se demander si sa théorie n'est pas plus d'actualité que celle des deux autres, notamment au regard de ce à quoi on assistait avec les Gilets jaunes. Pierrot, Pierrot c'est Pierre Bourdieu. Pierrot était fils de facteur d'un petit village, il travaillait bien à l'école, à Pau, tellement bien qu'en 1948, on l'enverra en prépa littéraire au lycée Louis-le-Grand de Paris. Aller au lycée Louis-le-Grand plutôt qu'à un autre, c'est comme avoir un iPhone plutôt qu'un Wiko. Si vous ne venez pas de la haute, sous-entendu société, il a dû vous arriver, ou ce sera peut-être le cas, de vous retrouver dans des endroits où vous vous sentiez inférieur. C'était le cas pour Pierrot. En tout cas, ça devait être le cas pour Pierrot. Aller dans la meilleure prépa, à la capitale, quand on vient d'un petit village, ça ne doit pas être facile. Et si ça se trouve, si vous êtes élève, c'est même le cas à l'école pour vous. Par exemple, parce que vous n'auriez pas les bonnes connaissances ou les bons codes. Rappelez-vous d'un prof de français se moquant d'un élève parce qu'il ne sait pas bien conjuguer un verbe, ou du prof de géo qui dit en stigmatisant l'élève « Tu sais pas où c'est Strasbourg ?» Sous-entendu, tête de... Enfin, on va pas terminer. La vérité, c'est que je ne sais plus si Bourdieu a mal vécu sa prépa. Il me semble me rappeler que c'est le cas et cela expliquerait en une grande partie de son œuvre. Dans tous les cas, j'ai eu des élèves qui sont allés en prépa à Orléans et dont les profs se moquaient parce qu'ils venaient de la campagne. C'est une histoire vraie. Parce que évidemment, prof de prépa à Orléans, c'est la classe internationale. Pas bon. Pour Bourdieu, peut-être que l'affrontement entre classes n'est pas aussi direct que chez Marx. Et peut-être qu'on ne vit plus dans un monde d'exploitation aussi marqué que chez Marx. Les salaires ont augmenté, il y a des services publics de santé ou d'éducation, le monde est sans doute moins violent physiquement, quoique certains gilets jaunes vous diraient le contraire. Mais il le serait sans doute tout autant violent, voire plus, symboliquement. Et en ce sens, Bourdieu se rapproche de la notion de différence de prestige que Weber associait au style de vie. Chez Bourdieu, la violence est symbolique, et la domination se ferait avant tout dans la sphère symbolique. La société s'est moyennisée, mais pour autant, est-ce qu'on ne retrouve pas toujours quasiment les mêmes en haut et les mêmes en bas et les mêmes au milieu se demande-t-il. Enfin, j'imagine qu'il se demande. Pour répondre à cette question, il va essayer de concilier l'approche marxienne avec celle weberienne. Pour Mandras, dans toutes les constellations, on fait des barbecues. Pour La Hire, les individus sont pluriels et un ouvrier peut être amateur de littérature autant qu'un membre de l'Académie française. Pierrot dirait, la belle affaire. Chez les dominants, faire un barbecue, ça n'est pas la merguez partie de l'amicale des bouddhistes porteurs de Bob Pernod Ricard. Ou si c'est le cas, c'est pour se moquer. Et quand un ouvrier entre dans l'association des amis des belles lettres avec des profs, des écrivains, des journalistes, est-ce qu'il n'est pas considéré comme le prolo qui veut péter plus haut que son? C'est hard, hein? C'est la violence symbolique. Celle qui fait qu'on ne se sent pas à sa place, qui fait qu'on comprend qu'on est en dessous, ou qu'on se sent au-dessus, qui fait que mon ouvrier lettré quittera sans doute le club des belles lettres. Et comme vous êtes jeune, vous auditeurs, enfin la plupart d'entre vous, vous vous dites « Fuck, je fais ce que je veux !» Et vous avez raison de le penser, pas de le dire ainsi. Mais est-ce que ce sera le cas? Et si vous êtes du haut de la société, et que vous vous êtes dit « La vie n'est plus comme ça, la société a changé », déjà vous parlez mieux. Regardez autour de vous. Qui fréquentez-vous le plus? Et qui fréquenterez-vous plus tard? Par exemple, chez les dominants, les vrais, on met en place ce qui s'appelle des rallyes. Ça ne veut pas dire que les jeunes s'habillent en pilote et font vroom vroom dans le quartier. Les rallyes sont de grandes fêtes réservées aux enfants de l'élite, dont le but est de créer des amourettes, donc potentiellement des couples, de l'élite donc, et ainsi éviter les brassages sociaux. Entrons dans la théorie. À l'époque où écrit Bourdieu, les dominants, ce sont les industriels, les riches propriétaires, mais aussi les intellectuels, les professeurs qui sont peu nombreux par rapport à maintenant. Donc soit des gens qui ont un fort capital économique, le patrimoine, le revenu, soit un fort capital culturel, les diplômes ou équivalents, soit les deux, les médecins par exemple. Et comme ils se fréquentent entre eux, on peut dire qu'ils ont un fort capital social ou relationnel. Le terme capital est intéressant. Un capital, c'est une richesse qui permet d'obtenir d'autres richesses. Le capital économique rapporte, le capital culturel aussi, notamment en prestige ou en emploi. Et le capital relationnel. Pour ce dernier, imaginez que vous perdez votre boulot et que vous êtes ami avec un ministre ou un directeur d'usine.
allez-vous rester au chômage longtemps? Et le terme capital, même s'il est pris dans un sens élargi, est là pour faire la jonction avec Marx. D'autre part, pour Bourdieu, les familles transmettent leur capital à leurs enfants. Si vous êtes richement doté dans un, deux ou trois des capitaux, il y a de grandes chances que vos enfants le deviennent aussi. Pour Bourdieu, passer chez les dominants pour un moyen serait très difficile. Alors pour un dominé, et descendre dans la structure sociale chez les dominants serait très rare. Là aussi, on retrouve le discours de Marx sur la mobilité sociale, enfin, sur la faiblesse de la mobilité sociale. Arrêtons-nous aussi sur un groupe, les professeurs. Pourquoi les professeurs seraient-ils chez les dominants alors qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'ils sont maltraités? Les professeurs exercent un pouvoir sur les élèves, et parfois avec une violence symbolique dont ils n'ont pas souvent conscience. Certains l'ont quand même, et certains sadiques en abusent. Et les programmes, qui les choisit? Pour les sciences économiques et sociales, c'est une sorte de bourgeoisie mêlant des intellectuels et des patrons. On imagine compte tenu de l'accent qui a été mis sur l'économie. Et les profs sont chargés de l'appliquer. Ce qu'ils vivent de plus en plus mal, mais la plupart le fait quand même, moi y compris. Dans tous les cas, on n'a pas convié d'ouvriers, ou d'employés, ou d'agriculteurs, ni d'assistantes sociales, ou d'infirmières. On a pris du pro de haut niveau. Mais ils sortent de quelle classe sociale, les pros de haut niveau? Peut-être pour cela que ce sont les enfants de profs, de médecins, d'ingénieurs, d'ailleurs, qui s'en sortent le mieux à l'école. Puis, les profs ne vivent pas comme tout le monde. Il y en a, ils n'ont même pas la télé. Ils mettent leurs enfants au théâtre, au modern jazz, à la musique. Ils ont des grandes bibliothèques. Ils vont voir des expos, des concerts de classique ou de blues, si c'est possible. Des conférences, etc. Comme n'importe quel notable d'une ville, finalement. Qu'ils soient de droite ou de gauche, industriels, avocats ou professeurs, ils font les mêmes choses si on réfléchit bien à tous ces gens-là. Ils envoient leurs gamins en prépa, à Sciences Po, à l'école normale supérieure, en école d'ingénieur, en école de commerce. En fait, le prof serait le malmené des dominants, qui oublie ou qui ne veut pas croire qu'il fait partie des dominants. Pour Bourdieu, les dominants ont un même style de vie, les dominés aussi, et les moyens aussi. Et c'est en quoi il se rapproche de Weber, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de strates, il y a 3 classes véritablement chez Bourdieu. Et la politique, me diriez-vous? Elle est importante chez Weber. Chez Bourdieu aussi, mais elle est implicite à son modèle. Il met tous les dirigeants des partis dans le même panier. Par exemple, les 2 grands partis qui se disent proches des pauvres et des masses populaires sont dirigés par Mélenchon et Le Pen. Jean-Luc, c'est 1,1 million d'euros de patrimoine. Marine, selon l'administration fiscale, c'est 1,3 million d'euros de patrimoine. Et croyez-moi, en termes de style de vie, ils n'achètent pas leurs nuggets à Lidl.